Je range mon bureau, c'est le numéro 20, et pour marquer un petit peu le coup, eh bien, deux petits changements. Déjà, je range mon bureau, je le tourne dans la chambre à coucher, c'est un peu particulier, mais j'ai amené avec moi une partie de la pile de livres qui, normalement, dont le rangement doit précéder la réorganisation un peu du bureau pour la nouvelle année universitaire. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'au lieu de parler vraiment des livres que je vais ranger, je vais me contenter, j'ai pris 6, je vais me contenter de lire un extrait de chacun. Voilà, ça évitera peut-être comme ça le surplus d'hésitation, d'atermoiement et les propos plus ou moins oiseux que je peux tenir à leur sujet. Donc aujourd'hui on est juste dans le texte. Voilà. Et on commence tout de suite avec Meredith Ledez, ou le D, je pense Ledez parce qu'elle est bretonne, un petit recueil paru aux éditions Mazette et qui s'intitule Cavalier seul. Poème de la page 61, qui déborde sur la page 62. Un gentilhomme entrait parfois à cheval dans une église de campagne, sévère et solaire, pour régner seul d'un bruit de sabots, d'une giclée d'étincelles sur le sol pavé. Pendant longtemps, l'image résonne. Un gentilhomme entrait parfois à cheval dans une église de campagne, solaire et sévère à lui seul. C'est un rêve que je fais, en cavale de quelle page de ma mémoire brûlée, dans un sac à dos, et de l'église solaire à midi en province, à pied dans la nuit. Je m'éloigne pour la vie désolée. Meredith Ledez. Poème de Cavalier seul, édition Mazette. François Bon, sorti d'usine, juste pour préciser que c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, à l'époque d'ailleurs en bibliothèque, que j'ai acheté depuis, la raison pour laquelle il est sur ma pile, c'est que je viens de le prêter à ma mère qui l'a lu, et donc avant de le ranger, j'en lis un extrait. C'est son premier texte paru aux éditions de Minuit, au début des années 80, et ça reste en fait un de mes préférés. La main serrée au matin, leurs mains rêches plutôt que calleuses ou sèches, raidie par l'outil, le contact froid et répété de l'acier, ou boursouflée du durcissement ancien d'écorchures accumulées, une main qui n'avait droit de toucher que parce qu'enveloppée comme d'un gant de ce cuir impersonnel du travail. Main sans moiteur qui ne pouvait joindre qu'une autre main pareille, encore le serment était-il soumis à un code précis. On n'est pas des tantes à se tenir ainsi la main comme en Orient ils font, les femmes, et chacun sait bien ce qu'aurait signifié en se serrant la main une caresse discrète du doigt, bien chéri, on n'est pas de cela. La main, si elle pouvait toucher, c'est qu'elle était déjà autonome de s'être laissée modeler par le travail. À preuve de voir si fréquemment, enfin palper plutôt que voir, en creux dans le serrement, une phalange amputée, ou derrière les guichets des magasins, là-haut sous les combles, parmi les bancales à boquillonner, les gars, relégués parce que c'est 2 ou 3 doigts qu'avait fauché l'accident. On disait quand même bonjour, on saisissait dans sa main le moignon de l'autre, et serrer n'était plus le mot, puisque le serrement n'est que le glissement l'un sur l'autre des doigts. À n'en tenir que 2, c'était petit et raide, et l'on était gêné de ne pas oser compter le manque, faire comme si de rien n'était, mais sans non plus en avoir l'air, la main seule, avec le visage dévêtu, engoncés tous dans la panoplie du bleu, raide propre au lundi, avec l'odeur encore de lessive ou du javel, et flasque humide de la sueur en fin de semaine, ou bien au vestiaire en se lavant. Sortie d'usine, pages 53 et 54 de l'édition de poche chez Double Minuit. Carol Phillips in the Falling Snow, un des nombreux livres de Carol Phillips que j'ai lu, travaillé, étudié au cours de ces 2 dernières années, où j'ai enseigné le cours d'agrégation sur Crossing the River, et maintenant Crossing the River n'est plus au programme, donc c'est terminé. Et je vais, donc là c'est In the Falling Snow, qui est un roman de 2009 je crois, 2009, cette édition de poche est Vintage 2010, et je vais lire un extrait, je ne sais pas bien lequel, parce que là j'improvise totalement, en fonction de mes précédents choix. Allez. As he left the pub, he saw a bus approaching, so he quickly dashed across the street to the stop outside the West London Internet Call Centre, a place that seemed to specialize in calls to Somalia, Bangladesh or Pakistan. The girl ahead of him in the bus queue was wearing flip-flops as opposed to pumps. He remembers Yvette telling him that in London women's feet get too dirty and collude in flip-flops,
But this girl, who was listening to some kind of Bhangra music on her iPhone, seemed cheerfully oblivious to this fact. As the doors to the bus concertina had opened, and the line began to shuffle forward, he realized that for the first time since he left Bristol, he was now officially unemployed. He Googles another rental agency and begins to scroll down the list of flats, but price remains the problem. Now that he no longer has a job, he will have to think again about this plan of Laurie moving in, for even large one-bedrooms appear to be beyond his pocket. Moving further out of London doesn't appeal, for he has always been scornful of the suburbs and the commuting life, but at the moment the idea of knocking down and getting another job is also unappealing. He should really start looking at social work job listings online, but he knows that he will be immediately pigeonholed as an expert on inner-city black problems and be expected to spew sound bites to the media about how gun and knife violence are not black crimes anymore, than pedophilia is a white crime. However, when he points out to the press that Bangladeshis in Tower Hamlets or white gangs in Essex are committing exactly the same gun and knife crimes, he will immediately be viewed as part of the problem itself. Some years ago, shortly after they left Birmingham and moved to London, he suffered his first and only instance of media backlash when he stood up at a national conference on drug trafficking and pointed out that a young teenager who had £10,000 in his pocket should not be liable to be arrested by the police and have charges pressed against him unless there was some direct evidence of criminal wrongdoing. Apparently, according to the Daily Mail, this made him an apologist for drug dealing. Without even looking at the jobs that are available, he knows that with his experience and complexion, given the national push towards more racially polarized community monitoring, he would undoubtedly find it hard to land a job that doesn't place him in the firing line of the press on race issues. What he finds even more galling is the fact that even the most senior job in this area is likely to pay him less than he was earning as an executive policymaker of the local authority under Clive Bloody Wilson. Un passage caractéristique de l'écriture narrative, psychologique de Carol Phillips, et puis surtout évidemment de cette évolution que lui dénonce vers toujours plus d'identification communautariste et de préjugés, même au nom de la discrimination positive. In the Falling Snow, Carol Phillips. J'ai consacré à un des poèmes de ce recueil la traduction sans filet enregistrée et publiée hier, donc hier 27 août, aujourd'hui 28 août, ça fait désormais 5 jours que Franck Venaille a disparu et est mort, et je vais vous lire un texte que je n'ai pas traduit, si je le retrouve, ce qui n'est pas dit. Voilà. La fièvre l'assomme, la fièvre le fait délirer. Quel foutoir que cette ville, quel bazar avec les draps qui pendent lamentablement, couverture à terre, thé d'oreiller qui demande grâce. Je dois combattre les 3 fouineurs sans cesse à la recherche de malheureux boucs hémisphères. Et les soirs de mauvaise lune rôde la vieille, exhibant son corps déformé. Comme la conscience de n'être que du matériel humain nous handicape. Je traîne dans les rues qui souffrent là où les hommes peinent. Puis, j'irai au marché aux livres, au marché aux fleurs, au marché des épices, avant de me rendre au chevet du poète Franck Venaille, afin de l'assister dans sa dormition. Poème qui me semblait approprié en ces jours de deuil du poète. Franck Venaille, Requiem de guerre, 2017, page 45. Un texte traduit cette fois-ci, et je crois d'ailleurs avoir déjà parlé de ce livre, et je n'arrive pas à le ranger parce que j'en relis régulièrement des textes. C'est dans la traduction de Jean-Claude Lannes, à l'Imprimerie nationale, les nouvelles du jeu et du monde de Chlebnikov, je ne sais pas comment on dit, Velimir Chlebnikov. J'ai dit que je ne parlais pas des livres, donc je ne parle pas des livres. Un texte bref qui s'intitule « Je me rendis chez Ashoka ». Page 250, c'est un texte de 1915. Je me rendis chez Ashoka pour lui demander de me prêter des idées sur l'égalité et la fraternité. Or, pendant ce temps, voilà ce qui se passa sur la mer. Sur la montagne se dressait la forêt crayeuse du temple, la forêt de pins crayeux de ses murs.
Ces piliers firent longtemps des taches jaunes parmi les immondices et la poussière marine y imprima de nouvelles pages, bien qu'ils fussent taillés dans la même écume de mer. C'est en ces lieux que Leili accosta. Elle tient 7 cordes dans les mains, un cheval de mer la transporte et les flots purs se soulèvent comme un étendard. Mais que se passe-t-il? Un paquebot à 4 cheminées reposait sur les vagues. Par la fenêtre de l'infirmerie du bateau, quelqu'un jeta de l'acide sulfurique qui brûla les yeux splendides. Ce n'était qu'une petite ampoule, mais les yeux de mer bleue furent dévorés, engloutis par le feu de l'acide, tandis que le visage tendre, froid, défiguré en un instant, fut consumé. Elle poussa un cri et tomba à la renverse dans les eaux. Velimir Rebnikov, traduction de Jean-Claude Lannes. Et on en vient au livre peut-être le plus récent, oui c'est le livre le plus récent de la pile. C'est le roman de Novuyo Rosachuma. Alors Novuyo Rosachuma, c'est une jeune romancière zimbabwéenne, très très prometteuse, c'est un très beau livre, vraiment, non traduit en français, je ne suis pas sûr que ça le sera d'ailleurs, enfin, parfois on a des surprises. Et je vais lire, non pas cet extrait-là, c'est pas une bonne idée. She was angry at being separated from my surrogate father and located a women's tent, in which they had to squeeze up against each other in groups of up to 20. She didn't understand what the hell was happening. The whole of her life just turned upside down like so in a matter of months. From script-writing revolutionary acting citizen against the color bar, to Prague's refugee in the middle of nowhere in a foreign land, fleeing war from a beloved home. And war is exactly what it was. By 1976 it was raging in earnest throughout the whole country. I looked up the statistics at our national archives. More than 20,000 lost their lives. Tens of thousands more, like my Tandy and my surrogate father, ruthlessly displaced. The ruckus between the colonists and the nationalists lit up the whole country. A fight over Anglo-Saxon values that was bitter to the end, spilling over into neighbouring Mozambique and Zambia. Meanwhile, a fratricide was going on between the nationalist parties themselves, a battle for the people's souls. All around Dukwe refugee camp was nothing but the red soils of the Kalahari, scattered with clusters of shrubs and the more resilient acacia trees than the occasional kopje. In short, a dry and unimpressive landscape graced by the hunchbacked kudu or the spry springbok, which must have made my inamorata's breath catch in her throat as it sautered over 3 meters in the air or leapt across the plains in a nimble allegro, its tan and beige coat a rippling muscular sheen. They heard that lions roamed the area but had never seen one. They glimpsed, occasionally, the Khoisan, who lived in the bush around the camp, but who hardly ever made themselves visible, not until my Tandy joined the young women who ventured into the bush to pick mpuloneye, which they sold to the Khoisan, who then fermented it until it became a most potent brew, skittling even the most seasoned drunkard. I imagine, whenever she appraised this landscape and saw the drought-endued, cosmopolitan-deprived terrain that had become a life, my poor inamorata could not help but weep. My surrogate father watched her, helpless, for she was inconsolable. He had to be careful to keep his distance, for she could no longer stand the sight of him, in the same way that the smell of raw eggs or the taste of peanut butter made her nauseous. Not even his building them a hut in an area separate from the tents that was designated for the married, a lie they told Sister Victoria, so they could live together and shoulder by Tandy's oversized belly, could mollify her. Un passage de House of Stone de Novuyo Rosachuma, j'ai pas donné le numéro de la page, donc ça va être le bazar pour le retrouver. Page 107-108 dans l'édition hardback de Atlantic, des éditions Atlantic Books.
Et c'est tiré du chapitre qui se dit, je ne sais pas comment d'ailleurs, qui se dit comme ça, Cora, je ne sais pas trop. Voilà, dans la première partie, dans le premier livre. Voilà, c'était le J'range mon bureau numéro 20 avec une double innovation. On est dans la chambre à coucher, je n'ai pas parlé des livres, je me suis contenté de lire des extraits et je ne sais pas trop ce que les rares téléspectateurs, YouTubo-spectateurs pensent de cette nouvelle formule. En tout cas, moi, elle me simplifie beaucoup la vie, je dois avouer, c'est beaucoup plus reposant pour moi. Je ne sais pas trop ensuite. Voilà, à bientôt, quoi qu'il en soit. C'est une sorte d'archive que je fais finalement autant pour moi qu'autre chose. Allez, bonne journée.